sur la Rive-Nord, notre centre de recyclage a toujours été performant. Avec la MRC Thérèse-de-Blainville, on travaille sur un plan climatique, un plan environnemental. Tu as presque répondu à la question au travers de ta question. Félicitations, on voit que tu as intégré beaucoup de notions. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette capsule de Entre la poire et le fromage. Je suis avec Jérôme Duguay, directeur du service de l'environnement. On est installé confortablement sur nos sacs poires devant le manoir de Belle-Rivière. Jérôme, comment vas-tu? Très bien, merci. Fantastique. Entre la poire et le fromage, c'est une expression médiévale qui veut dire le moment dans le moment dans un repas entre le service de la poire et le fromage, donc les deux desserts. Fin du repas, les gens sont rassasiés, les gens sont prêts à avoir une belle conversation franche. On va avoir cette conversation maintenant. J'aimerais d'abord commencer par parler de l'étendue de Mirabel. 587 km², c'est gigantesque. C'est plus grand que l'île de Montréal. Ça nous confère certaines particularités au niveau de la biodiversité. Peux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui. Mirabel, c'est ça. J'ai envie de dire, il y en a une autre petite particularité aussi administrative qui nous donne beaucoup de pouvoir. On est une ville MRC, donc c'est quelque chose aussi qui est très pratique. Et ça nous aide, je commence par ça, parce que ça nous aide aussi au niveau de notre biodiversité, nos actions environnementales, où est-ce qu'on n'est pas dépendant d'une MRC, être une ville qui doit faire valoir aux autres villes pour qu'une MRC prenne des décisions. On est la même entité, donc on peut être plus proactif dans nos décisions. Donc, au niveau de la biodiversité, qu'est-ce que ça amène à Mirabel? On est un grand territoire, mais on est aussi à 87 % agricole. Puis, on est aussi une MRC là, qui fait partie de la CMM, qui a encore beaucoup de milieux naturels. En 2007, on était à 27 %. En ce moment, on doit être à 25 % à peu près de milieux naturels. Donc, ce que j'appelle milieux naturels, donc superficie boisée. Protégé ou pas? Non, pas protégé. Pas protégé. Bien, c'est protégé. Ça, c'est une autre question. C'est dur à répondre rapidement, mais c'est protégé d'une certaine manière parce qu'il y a plusieurs législations qui protègent différentes choses. Donc, c'est pas protégé au terme de réserve faunique et puis protection. C'est juste dire qu'elles ne étendue. pourront pas être exploitées éventuellement? Non, c'est plutôt dire, je vais prendre l'exemple des boisés. On a une loi là, qui protège les boisés métropolitains qu'on appelle. Donc, les superficies boisées, à peu près 98 % des superficies boisées à Mirabel sont protégées par cette loi-là. Ça veut dire que le couvert forestier doit être maintenu. Donc, il peut y avoir de l'exploitation forestière dedans, il peut y avoir de l'exploitation d'érablières, de champignons, de noix, Tu peux exploiter ta forêt, mais tu dois maintenir ton couvert boisé. Donc, la forêt qu'il y a juste en face de nous, le boisé, on ne pourrait pas couper ça à blanc. Est-ce qu'on pourrait, par contre, enlever quelques arbres pour y mettre un édifice quelconque? Ou même pas ça, on a le droit de le faire? Dans certaines situations, ça pourrait être permis, mais encore là, on tombe sur une autre législation, le territoire agricole. Fait qu'ici, on est en territoire agricole. Donc, on n'a pas le droit de construire une maison sans l'autorisation de la CPTAQ. Donc, il faudrait faire valoir la CPTAQ pourquoi on veut construire une maison là. Donc, et puis, il y a tout un cheminement là, pour que l'autorisation vienne. Donc, quiconque a des plans comme ça doit répondre à plusieurs instances différentes avant que ça soit approuvé et qu'il puisse mettre le plan en œuvre. Énorme territoire, vous avez dit 87 % zone agricole. Il faut donc amasser des ressources pour protéger ce territoire agricole-là, ces milieux naturels-là dont vous avez parlé. On vient d'embaucher à la ville une conseillère en développement durable. Le rôle de cette personne-là est clé dans la conservation de nos ressources naturelles. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. Donc, on a embauché Evelyne Lapierry comme conseillère en développement durable. Oui, une portion de son volet, c'est ce que tu viens de décrire, mais par contre, j'ai envie de dire, le gros de son mandat est plus dans l'intégration de pratiques durables dans l'ensemble des secteurs de la ville. Donc oui, en environnement, il y a le côté protection des milieux naturels, mais il y a aussi tout le côté de gestion des phénomènes naturels dans les différents départements de la ville. Je vais donner un exemple. Cet été, c'est un bel exemple. On a beaucoup d'eau. Donc, la terre reçoit de l'eau à chaque 2 jours. La terre n'absorbe pratiquement plus d'eau à ce temps-ci de l'année parce que l'eau est saturée, parce qu'on en a eu tout l'été. Puis les coups d'eau sont de plus en plus intenses. Donc, plutôt qu'on ait 11 mm de pluie en 1h30 ou 2 heures, comme on pouvait avoir, là, on a 11 mm de pluie en une demi-heure. Fait que cette eau-là bouge beaucoup plus vite. Fait que ça a un impact direct sur toute la gestion des eaux pluviales. Donc, on s'attend à ce que plus ce phénomène-là va s'implanter,
plus nos infrastructures vont être désuètes pour recevoir cette eau-là. Quand on construit des infrastructures en ingénierie, généralement, ils construisent des infrastructures pour des récurrences 0,5 ans. Ce qu'on appelle une récurrence 0,5 ans, c'est une pluie qu'on a une fois par 5 ans. D'accord. Ça, ces fréquences-là doivent augmenter, ça doit être de plus en plus souvent avec les changements climatiques. Quand les choses ont été dimensionnées il y a 20 ans ou 30 ans, c'était une certaine occurrence qui arrivait. Cette occurrence-là est en train de diminuer. Là je ne vais pas les chiffres exactement, mais on est peut-être rendu à 0,3 ans. Donc, c'est peut-être que la pluie qu'on a une fois par 20 ans ou une fois par 100 ans, elle va arriver donc le développement durable sert à s'adapter à ce qui s'en vient, à ce qu'on voit de plus en plus souvent. Donc, l'adaptation climatique est essentielle. C'est ça. Donc, une des portions du travail d'Evelyne est de s'assurer qu'au niveau de chaque service, il y a une forme d'intégration de ce phénomène-là. Autant au niveau des loisirs, au niveau du génie ou au niveau des travaux publics. Donc, comment gérer les canicules, les coups d'eau, les fontes du printemps. L'adaptation climatique exige des plans pour qu'on puisse changer nos façons de faire. Est-ce qu'on a des plans, est-ce qu'on a des projets, des initiatives environnementales qui s'en viennent et qu'on va mettre en œuvre bientôt? Oui, donc on est en train de terminer un plan d'adaptation au changement climatique qu'on fait en partenariat avec la MRC Thérèse de Blainville. On s'est agencé avec, on s'est associé à la MRC Thérèse de Blainville parce que localement, c'est nos voisins, puis on a les mêmes impacts et tout, donc on a fait ça ensemble. On a eu une consultation, plusieurs consultations avec des membres de différents services pour intégrer chacun dans sa sphère de spécialité, les phénomènes qui pourraient toucher leurs activités. Puis ce plan-là, donc, se résume par des actions à faire, puis des nouvelles façons de préparer les choses. On est arrivé tantôt, j'ai embarqué sur le gazon, puis j'ai quasiment écrasé une grenouille. Je me suis arrêté, elle est encore vivante, vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Parlez-moi de l'importance de conserver même cette petite grenouille-là. Comme c'est une espèce, parlez-moi de l'importance de conserver toutes les espèces, parce que l'écosystème, tout est interrelié. Si une espèce disparaît, ça affecte tout le reste. Donc, parlez-moi, s'il vous plaît, de l'importance de protéger toutes les espèces, peut-être pas juste celles qui sont en voie de disparition, mais toutes pour conserver cette balance, cet équilibre-là dans l'écosystème. Bien, tu as presque répondu à la question au travers de ta question. Félicitations, on voit que tu as intégré beaucoup de notions. Je fais de mon mieux. J'ai une autre question pour toi. C'est une grenouille ou un crapaud? Aucune idée. Bon, OK. C'était tout petit, par contre. Tout petit, ça a pas mal de chances d'être une grenouille, mais ça pourrait être un crapaud pareil. Ouais. Donc, l'importance de la biodiversité, je vais vous l'illustrer en agriculture. Ça va être plus facile, ça va être plus frappant comme exemple. Donc, on a un champ de blé, disons. Si on a un ravageur qui rentre dans le champ de blé, donc un insecte quelconque qui se met à manger le blé, l'agriculteur a deux choix. Ben, il n'y a pas deux choix. Il peut soit intervenir, lui, en allant mettre des pesticides ou des pesticides ou des herbicides. Biopesticides, on parle des pesticides. Bio. Bio, s'ils ont accès à ça, puis si aussi ils trouvent l'efficacité de ça, parce que les agriculteurs sont très sollicités par les vendeurs Donc, il peut intervenir de quelque façon. Il peut intervenir de quelque façon. Mais aussi, s'il y a un ravageur qui rentre, puis le champ est bordé par des milieux naturels, mais ce ravageur-là, quand il rentre dans le champ de blé, il commence à se multiplier parce qu'il y a toute la nourriture, les conditions qu'il faut, donc sa population augmente. Si à côté, il y a un oiseau, je vais prendre un exemple, un oiseau qui mange ces insectes-là, bien lui, il va commencer à venir manger ces insectes-là, ce qui va diminuer l'impact du ravageur. Puis parce que cet oiseau-là mange bien les ravageurs qui sont présents, sa couvée qu'il est en train de faire, plutôt qu'il y ait 2 oiseaux qui survivent à sa couvée, il y en a 5 ou 6 qui vont survivre, qui vont eux aussi aller manger les ravageurs. Donc, c'est une espèce d'équilibre entre un prédateur, proie et prédateur, qui fait qu'on maintient, tu n'as pas une présence d'un ravageur qui va être nuisible pour tout. Donc, contrairement, si on a un grand champ de blé, il n'y a aucun milieu naturel, mais ce ravageur-là fait juste se multiplier, puis son impact est de plus en plus grand, de plus en plus important. Donc, le fait d'avoir la présence d'une biodiversité qui pourra intervenir sur la croissance exponentielle d'un groupe d'individus
va diminuer grandement ses impacts. Puis de là où est-ce que je vais enclencher sur un autre bienfait des milieux naturels, c'est qu'avec les changements climatiques, les espèces ont tendance à migrer parce que les zones, étant donné que la température augmente, il y a des espèces qui vont migrer du sud vers le nord pour retrouver des climats qui sont plus adaptés, et puis des espèces d'ici qui vont migrer vers le nord. Donc, il faut que ces espèces-là soient capables de se déplacer entre les différents territoires. Donc, de là aussi l'importance du milieu humide, autant pour une certaine... C'est des espaces de transition, c'est comme des ponts qui leur permettent de se déplacer d'un endroit. Il y a les deux. Il faut avoir une masse assez importante pour qu'eux autres puissent vivre. Un oiseau, mettons, qui a l'habitude de vivre dans une forêt, tu comprends, en biologie, on considère qu'il faut avoir au moins 30 mètres de bois, 30 mètres de bois d'un bord puis de l'autre pour te reconsidérer dans un écosystème forestier. Toutes les espèces, aussi petites soient-elles, tous les milieux naturels, aussi petits soient-ils, sont chacun un des maillons du cycle de la vie dont il parle dans Le Roi Lion. Là. Et s'il y en a un qui lâche, la chaîne au complet lâche. Donc on ne peut pas se permettre de perdre le moindrement un de ces tout petits maillons-là. Oui, je ne veux pas aller catastrophique au point que tout est perdu, mais c'est sûr que ça change le... C'est ça, ça débalance. Ça débalance, c'est un nouvel équilibre qui doit être trouvé. Puis souvent, avant que l'équilibre soit trouvé, tu as une prolifération de l'un ou de l'autre avant qu'il y ait comme une espèce d'équilibre. Un bon exemple, c'est la grille du frêne. La grille du frêne, quand elle est arrivée, elle a ravagé les frênes. Mais donc, la grille du frêne a vu sa population exploser. Les frênes en ont pris plein leur rhume. Ils sont morts en grande partie. Mais donc là, il y a moins de substrat pour que la grille du frêne se nourrisse. Ça fait que sa population va baisser. Puis au travers de tout ça, il y a des frênes qui ont résisté à la grille du frêne, puis eux vont se multiplier avec cette résistance-là. Donc la grille du frêne ne va pas redevenir l'adaptation de l'écosystème, l'équilibre se retrouve, c'est pas en quelques semaines. Ça prend des années et des années, c'est sur des longues périodes de temps. Donc nous, à la ville, on ne peut pas se permettre de prendre des années et des années pour retrouver un équilibre ou pour s'adapter au changement climatique. Donc c'est pour ça que nous, en ce moment, comme vous l'avez dit avec la MRC Thérèse de Blainville, on travaille sur un plan climatique, un plan environnemental. Ça s'en vient, tout plein de belles initiatives. Et lorsqu'elles seront annoncées, on se rassoira puis on en rediscutera. Oui, peut-être juste un petit détail sur ce que tu viens de dire. Où est-ce que oui, ça prend des années pour retrouver l'équilibre, mais l'équilibre est différent en fonction des espèces à laquelle on fait affaire. Okay. C'est sûr que l'équilibre total se fait sur plusieurs années, mais par contre, tu comprends que, mettons, on reprend un insecte qui a plusieurs générations en un été. C'est une adaptation qui est beaucoup plus rapide qu'un chevreuil, qui a un roulement de génération sur 5-10 ans. Hein. Donc, c'est un peu tout ça qu'on doit tenir en compte. Et c'est notre responsabilité de faciliter cet équilibre-là puis de le favoriser. C'est notre responsabilité d'essayer d'avoir l'impact qu'on désire avoir, puis de maintenir ça dans quelque chose de viable. Parce que là, on a parlé des effets là, au niveau des cultures, l'exemple que je vous ai donné, mais je vais vous donner un autre exemple. Un arbre est considéré, là, je ne me souviens plus des chiffres exactement, mais un arbre considéré qui purifie l'air, juste au niveau de captation de poussière ou de production d'oxygène, un arbre ou une forêt va avoir beaucoup d'impact. Donc, si tu n'as plus d'arbres dans des secteurs comme à la prairie, ils vivent ça, ou dans la Californie, où est-ce qu'ils ont des grandes superficies de culture, la poussière a beaucoup augmenté, les vents, donc il faut, les phénomènes. Quand ils ventent encore plus fort. Quand il fait chaud, il fait encore plus chaud. D'où l'importance de tout protéger cela. Puis c'est donc le rôle du service de l'environnement et du développement durable. La Ville a la responsabilité d'instaurer des politiques pour protéger l'environnement puis d'agir sur ces politiques-là. Mais les citoyens, eux, ont également des responsabilités qu'ils doivent prendre en main pour protéger l'environnement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour arriver à cet objectif-là? J'ai envie de vous dire, la première chose qu'ils peuvent faire, c'est de s'informer, de comprendre les raisons pour lesquelles certaines décisions sont prises, puis de s'informer de manière structurée pour être capable de contrer la contre-information qui est omniprésente dans tous les réseaux sociaux. Contre-information sur l'environnement? Comme des gens qui disent tu vas voir des vidéos de gens qui vont dire, mettons, que le recyclage, ça sert à rien. De toute façon, ça va tout aux déchets. Il y a beaucoup de sensationnalisme dans les médias qui ont tendance à exagérer les faits pour aller chercher des clics, pour avoir l'impression que les gens ont... pour stimuler l'intérêt des gens. Mais souvent, ces faits-là sont exagérés. Donc, il y a une vérité souvent qui est un peu différente. Puis, essayer de comprendre
les raisons, un peu qu'est-ce qu'on a parlé au cours de l'entrevue, de pourquoi on est arrivé à prendre ces décisions-là. C'est que je pense que l'information, c'est primordial. Puis après ça, donc s'ils comprennent, ils vont être capables de... Ils vont pas le faire juste parce que la ville dit de le faire ou parce que des règlements ont été mis en place. Ils vont le faire en connaissance de cause, puis ils vont vraiment adhérer à l'approche. Donc je vous dirais que la principale information, c'est que les gens acquièrent l'information. C'est ça. Donc, lorsqu'on a l'information, on peut agir sur cette information fab et décliner nos différents comportements en conséquence. C'est ça. Le bon exemple, c'est les matières résiduelles. Beaucoup de gens n'y croient pas ou ont tendance à adhérer à certaines croyances que ça ne sert à rien. Mais quand tu regardes les faits, c'est pas vrai. Puis le bel exemple, c'est toute l'histoire du recyclage qui a été mis en cause il y a 4 ou 5 ans. Sur la Rive-Nord, notre centre de recyclage a toujours été performant, a toujours été capable de vendre ses matières, a toujours fait de la qualité, donc il a produit juste du plastique, il a produit juste du métal, il a été capable de produire une matière première qu'il était capable de revendre. Contrairement à d'autres sites de tri qui n'étaient pas capables de trier, parce qu'en recyclage, pour être capable de faire quelque chose d'intéressant pour revendre à l'industrie, il faut que ça soit pur. Un peu comme dans n'importe quoi. Là, tu veux vendre une matière première pure. Plus ta matière première est pure, plus tu es capable de la vendre, que ce soit du plastique. Puis là, le plastique, on parle, là, il y a plein de catégories de plastique. Ou de métal ou de autres. Donc, c'est un bel exemple où est-ce que si les gens avaient passé au-delà des espèces de gros titres dans les journaux, ils auraient vu que certains sites de recyclage sont très performants et ça élimine énormément de matière des lieux d'enfouissement. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été parmi nous. C'était super intéressant, extrêmement instructif sur comment on peut modifier nos comportements pour protéger l'environnement. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute pour cette première capsule de Entre la poire et le fromage. Lorsqu'on publiera cette capsule sur nos réseaux sociaux, vous pourrez participer à un concours. On va poser une question dans la publication. Vous avez juste à y répondre et vous courez la chance de gagner l'un de nos merveilleux sacs poires extrêmement confortables. Donc, soyez à l'affût de cela. Merci beaucoup, puis à la prochaine capsule.